Monsieur le Président, cher Raymond, cher ami, merci beaucoup pour votre invitation, mesdames et messieurs les élus. Alors, je voudrais remercier le président Raymond Vall pour son invitation à venir m'exprimer sur cette tribune. C'est un homme que j'admire par ses convictions, son engagement au service des territoires, évidemment, au service aussi de notre Gascogne et de notre Gers adoré. Alors, je le remercie également parce que je partage l'objectif de l'ANPP, à savoir contribuer à la mise en œuvre d'une nouvelle relation entre métropole, ville, commune. Cette nouvelle relation doit nous permettre de redessiner un équilibre territorial plus harmonieux entre les villes et les campagnes qu'il faut cesser d'opposer de manière binaire. Vous le savez, je le remercie également, car je pense que cette invitation est adressée au président de la délégation aux collectivités territoriales et à décentralisation à l'Assemblée nationale, que je préside, depuis sa création en début 2018, donc il n'y a pas très longtemps. Je vois le signe que cette délégation, et par le travail qu'elle mène, par la relation qu'elle a su entretenir avec les élus locaux et leurs associations, un reflet, je crois, du travail qui a été fait. Je débuterai mon propos en présentant d'abord cette délégation, avant de brosser rapidement un résultat de ces travaux. Et puis dans une troisième partie, nous regarderons l'actualité législative qui nous intéresse pour les mois qui viennent. Alors cette délégation, pourquoi, comment? Il n'a échappé à personne que l'Assemblée nationale a connu en 2017 un profond renouvellement d'autant plus important que l'arrivée d'une nouvelle majorité s'est doublée de la fin du cumul des mandats et de la disparition du fameux député-maire, sénateur-maire, député-président de département ou de région, qui a amené certains élus locaux à choisir entre leur mandat local et leur mandat national. Il fallait tenir compte de cette double évolution, mais aussi rassurer. Qu'est-ce qu'on n'a pas entendu à cette époque, que les députés maintenant seraient complètement déconnectés des réalités terrain. Alors je vous rassure, je crois qu'il y a 150 anciens maires qui sont aujourd'hui députés, donc qui connaissent la réalité des territoires, et pour ne prendre que ce mandat. Je vous rassure, tous les week-ends, quand on passe sur les marchés, on nous ramène à la vraie vie. Donc c'est afin de rassurer que le président de l'Assemblée nationale et la nouvelle majorité ont souhaité créer un organe ayant vocation à être à la fois un lieu de travail et de réflexion sur les sujets intéressant les collectivités territoriales et une instance de dialogue permanente entre les députés et les élus locaux. Cet organe, donc, la délégation aux collectivités territoriales, le Sénat qui nous accueille là depuis 2019, l'Assemblée nationale en a désormais une. Je crois que c'est une bonne chose pour défendre les territoires au sein des travaux parlementaires. La délégation compte 36 membres qui viennent de tous les partis, elle est donc transpartisane et qui représentent géographiquement toutes les régions métropolitaines, sauf à l'exception de la Corse. Elle est donc aussi représentative de l'ensemble de types de circonscriptions, villes, rurales, etc., etc. Dernier point à noter sur l'esprit de la délégation, elle travaille de manière transpartisane, ce qui est assez plaisant, stimulant et permet d'avoir des échanges beaucoup plus apaisés, constructifs que ce que vous pouvez voir quelquefois dans l'enceinte de l'Assemblée nationale ou dans l'hémicycle. Notre préoccupation à tous, au sein de la délégation elle-même, prendre en compte au mieux le point de vue des collectivités et de leurs associations. Alors la délégation, qu'avons-nous fait depuis 1 an et demi d'existence? On a travaillé sur un certain nombre de sujets. Le premier, puisque la création de la délégation coïncidait avec la volonté de réformer la Constitution, en particulier sur le sujet de l'expérimentation et de la différenciation, c'est naturellement ce sujet que nous avons saisi en premier. C'est probablement le champ que nous avons le plus labouré, si vous me permettez cette expression, au cours de l'année écoulée. Nous avons d'abord appelé à inscrire dans la Constitution la possibilité d'une différenciation durable et plus simplement expérimentale des compétences et des normes. On parle souvent des compétences, mais on oublie les normes. Le projet de loi déposé par le gouvernement ayant repris une bonne partie de ce qui étaient nos préoccupations, nous sommes allés un peu plus loin nos travaux en explorant concrètement
et à partir de projets que les collectivités nous ont présentés, ce que, et dont la région Bretagne d'ailleurs, qui est très en avance sur ce sujet, ce que la réforme de la Constitution permet ou ne permet pas. Notre conviction est que la différenciation est une réelle opportunité pour aller vers une nouvelle étape de la décentralisation et que même si elle n'autorise pas tout, elle peut véritablement être l'outil qui permettra aux collectivités qui voudront s'en saisir de mener des politiques innovantes en se libérant du carcan des normes et des compétences imposées au niveau national et souvent, on en parlait il y a quelques instants, relayées par l'administration. Je fais partie de ceux qui pensent que la déclinaison uniforme de la loi est l'ennemi du déploiement harmonieux des politiques publiques. Sur le sujet de l'autonomie financière, les députés Charles de Courson et Géretti ont proposé de donner à l'autonomie financière une définition plus stricte, de consacrer également dans la Constitution une autonomie fiscale et de prévoir l'adoption d'une loi annuelle de financement des collectivités territoriales. Donc voilà un autre exemple de travail. Nous avons, toujours sur les sujets financiers, produit un rapport sur la réforme de la fiscalité locale qui va évidemment nous servir dans les prochains mois. Il a été fait par Jean-Paul Mattei et Charles de Courson. Nous avons Christine Pires-Beaune et Rémi Ribeyrot ont également présenté un rapport sur l'investissement des collectivités, lui aussi très documenté sur le diagnostic et comportant des propositions très intéressantes pour maintenir le dynamisme retrouvé de l'investissement local. Plus récemment, et pour terminer sur les travaux, aboutit une mission qui est en lien direct avec les problématiques de votre association, cher Raymond, et portant sur le thème de l'équilibre entre les territoires urbains et ruraux. Les deux rapporteurs, Jean-Claude Leclabar et Thibault Mazin, ont mis en avant le fait que l'opposition entre territoires, je sais que c'est votre credo, urbains et ruraux, est souvent absolument exagérée, que la fracture se situe plus souvent entre les territoires dynamiques et territoires en difficulté, qui peuvent appartenir aussi bien au monde urbain qu'au monde rural. Surtout, et cela est évidemment essentiel dans les contextes que nous connaissons depuis quelques mois, ces travaux mettront en évidence le fait qu'une alliance des territoires dont vous parlez, ainsi que France urbaine, est non seulement possible, et c'est d'ailleurs ce que vous portez, par exemple entre Toulouse et Porte de Gascogne, mais davantage encore qu'une telle alliance est indispensable et doit être résolument encouragée et recherchée. Le ruissellement ne se produisant pas spontanément entre les métropoles et les territoires ruraux, parfois en difficulté, qui les entourent, la recherche active d'un meilleur partage des richesses et des services est un impératif pour répondre au sentiment d'abandon de beaucoup de nos concitoyens vivant dans ces territoires ruraux. Et ne comptez pas, moi qui suis un élu d'un territoire rural, ne comptez pas sur moi pour faire la quête auprès des métropoles. Je crois vraiment que c'est l'intérêt de tous. Les métropoles ont absolument besoin des territoires qui les entourent pour régler leurs problèmes d'espace, de pollution, de sécurité, d'alimentation, et j'en passe. Enfin, nous avons également lancé une mission qui est en cours sur l'impact des nouvelles cartes régionale. L'objectif de cette mission ne sera pas de modifier à nouveau la carte régionale, je vous rassure, mais plutôt de chercher à établir un bilan objectif d'une réforme territoriale qui, du reste, les autres réformes territoriales, qui, comme les autres réformes territoriales de la mandature précédente, a été mal vécue par beaucoup des élus, des acteurs locaux. En conclusion, sur ces travaux déjà menés par la délégation, j'indiquerai que nous saisissons également pour avis sur les textes qui intéressent les collectivités territoriales. Donc la loi Elan, la loi sur la NCT, les communes nouvelles, la mobilité, la fonction publique. C'est un peu le problème de notre délégation, c'est que l'essentiel des lois ont un impact sur les collectivités territoriales, donc il faut ouvrir l'œil. Et le bon, à chaque fois, la délégation s'efforce de peser sur les textes pour mettre en avant et défendre les attentes, les besoins, les problématiques spécifiques des collectivités et mettre en œuvre un développement harmonieux de nos territoires. Alors, ce n'est pas toujours simple, dans un contexte de discussion parlementaire souvent serré, où les commissions permanentes peuvent avoir tendance à défendre généreusement leurs précarés. Voilà, maintenant pour terminer, ce sera ma troisième et dernière partie. Quelle perspective pour la délégation? Quelles sont les actualités qui nous intéressent tous aujourd'hui dans cette salle? Comme vous le savez, l'agenda législatif concernant les collectivités territoriales va être particulièrement dense au cours des prochains mois, avec 3 lois très structurantes. Le président Valls vient d'en parler. Première, le Sénat est en train d'examiner le projet de loi Engagement et proximité qui doit redonner
aux maires toute leur place au sein de l'intercommunalité et faciliter les conditions d'exercice de leur mandat. Je voudrais vous rassurer, cher Raymond, il n'est pas question de détricoter la loi NOTRe, il n'est pas question non plus de détricoter les intercos. La délégation aux collectivités territoriales de l'Assemblée s'est naturellement saisie pour avis de ce projet de loi et a déjà débuté ses travaux. Cette loi me semble essentielle, qu'elle va donner de nouvelles marges de manœuvre aux maires qui sont en première ligne pour assurer la transformation de nos territoires. Elle va également, je n'en doute pas, contribuer à susciter de nouvelles vocations pour assurer une représentation plus forte chez les élus de la diversité qui compose notre société. J'ai vu avec plaisir que votre seconde table ronde concerne les relations entre territoires et entreprises. Je fais là aussi partie de ceux qu'il faut que plus d'élus viennent de l'entreprise pour représenter notre société. Deuxième loi très structurante, nous sommes saisis pour avis du projet de loi de finances pour 2020 et de son fameux article 5 portant réforme de la fiscalité locale. Nous veillerons à ce que la promesse présidentielle de compenser à l'euro près les collectivités soit tenue, afin que les élus conservent des ressources dynamiques et de la visibilité leur permettant de mettre en œuvre les projets pour développer le potentiel de leur territoire. Nous nous réjouissons dans ce cadre que les communes conservent un pouvoir fiscal absolument identique, en tous les cas tout à fait équivalent, sur une base fiscale plus importante, avec la liberté de taux, etc. etc. Alors, sur cette loi, il y a une petite difficulté, puisque nous voulons la voter dans le PLF 2020, maintenant, évidemment, pour que les élus qui se présentent lors de la prochaine campagne municipale aient tous les éléments pour mener leur campagne et bâtir leur projet financier. Mais elle ne s'applique qu'à partir de 2021, et c'est vrai que nous aurons l'année 2020, là aussi, pour affiner un certain nombre de choses ou modifier un certain nombre de choses. Troisième et dernière loi de cet agenda très riche pour les élus, avec le projet donc de loi dit 3D, décentralisation, déconcentration, différenciation. La philosophie de cette loi, telle qu'elle a été présentée par la ministre de la Cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales, me semble parfaitement adaptée à la vision que promeut notre délégation, à savoir faire du coût humain et être au plus près des attentes des élus. Il s'agira plus précisément de répondre aux besoins de clarification des compétences, d'assurer un service public équitablement réparti sur les territoires et apporter des solutions adaptées aux diversités des territoires afin de valoriser leurs atouts. Nous allons très prochainement commencer des travaux pour apporter notre contribution le plus en amont possible. J'ai vu que vous l'aviez fait et évidemment nous nous inspirerons de vos travaux. Je pense sincèrement que ce texte peut véritablement contribuer à réduire les fractures territoriales qui minent notre cohésion sociale en donnant aux territoires les outils innovants et adaptés à leurs spécificités, mais également le support nécessaire de l'État pour les accompagner. Je ne suis pas un grand fan des discours larmoyants sur la ruralité ou les banlieues victimaires, car comme l'ANP, je crois que les territoires qui réussissent sont ceux qui ont des projets et ceux qui sont capables de mobiliser l'ensemble des énergies sur leur territoire. À plus long terme, la délégation va donc, toute la durée de la mandature restant à courir, non seulement poursuivre sur sa lancée en menant différents travaux sur les thèmes d'actualité qui se présenteront, mais surtout s'efforcer de jouer un rôle qui me paraît essentiel, celui d'être un facilitateur de la vie des collectivités et des élus locaux et un promoteur infatigable d'une décentralisation décomplexée. Dans cette perspective, l'association que vous représentez, mon cher président, doit rester un de nos interlocuteurs privilégiés et aura toujours, du côté de la délégation aux collectivités territoriales, une oreille la plus attentive possible. Mesdames et messieurs, je vous remercie. On a un peu de temps pour prendre des questions ou pas? Comme vous souhaitez. Merci. Je me présente, Yves Londechamp, je suis coprésident de la coordination nationale des conseils de développement. Vous êtes au courant, Monsieur le Président, la loi Engagement et Proximité prévoit, enfin dans sa version initiale du gouvernement, de rendre les conseils de développement facultatifs et elle supprime toute la définition de leurs fonctions.
Dans la version qui résulte des travaux de la commission du Sénat, elle prévoit de supprimer complètement les conseils de développement partout dans la loi. C'est beaucoup plus radical. Nous sommes extrêmement inquiets de cette évolution parce que nous considérons que, particulièrement pour les territoires ruraux, où les conseils de développement ont un rôle important en matière justement de mobilisation des énergies, comme vous l'avez souligné. Donc l'Assemblée nationale va se saisir prochainement de ce projet de loi. Notre position, c'est de proposer de surseoir à toute décision, de faire une évaluation des conseils de développement, une évaluation contradictoire, et ensuite de prendre une décision raisonnée, en connaissance de cause, sur le rôle des conseils de développement, leur évolution souhaitable, et donc le fait de savoir si leur côté facultatif ou obligatoire est justifié. Est-ce que vous avez déjà quelques éléments d'appréciation de cette situation, Monsieur le Président? Merci. Alors, moi, je ne suis pas responsable de ce que le Sénat a voté ou vient de voter pour la suppression, donc c'est plutôt du côté de Françoise Gatel, le rapporteur de ce texte, qu'il faut aller demander un certain nombre d'explications. Je ne sais pas ce que nous ferons dans le cadre du débat qui va s'ouvrir mi-novembre, je crois, à l'Assemblée nationale sur cette loi. Probablement que nous allons venir au texte original. Notre volonté dans ce texte, c'est de donner plus de souplesse et de liberté aux élus de manière générale. Donc éviter qu'il y ait trop de contraintes. En tous les cas, lever un certain nombre de contraintes aujourd'hui qui s'imposent aux élus et que ce soit une option, et que ce soit une option choisie, que ce conseil de développement, quand il est considéré comme quelque chose d'utile, de performant, et bien qu'il soit maintenu par les élus. Je trouve ça très bien. Et peut-être qu'à d'autres endroits, il va se trouver en superposition avec d'autres instances. Et peut-être que les élus vont en ce moment-là souhaiter ne pas le mettre en place. Si, peut-être quelquefois il n'a jamais été mis en place. Donc voilà, nous apportons, et c'est l'esprit de cette loi dans beaucoup de domaines, de la souplesse supplémentaire aux élus locaux. Pas d'autres questions. Je vous remercie beaucoup. Très bonne journée et très bonne convention.